Tout à l'heure, là, quand on a lu, il a dit qu'ils habitaient dans une région qui s'appelait Amniamounia, Libi. Justement, ce roi a fait des travaux dans le Fayoum. Le Fayoum se trouve dans la partie ouest de l'Égypte, qui est une partie qui se trouve aujourd'hui en Libye. Et le nom Libye, là, c'est un nom égyptien ancien. Donc, c'est un nom ancien que les Anis, les Baoulés ont pu pour venir avec. Et c'est dû à ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'il a dû avoir un regroupement dans le Fayoum avant de prendre le départ pour venir vers ici. Bon, on dit à Maman Ano, oui, c'est comme ça que les Baoulés disent, mais voilà comment son nom s'écrit exactement. Ici, vous avez le pyramidion qui était sur sa pyramide. En fait, il a deux pyramides. La pyramide de Dachau, là, il y avait ce pyramidion dessus. Les cercles que vous voyez là, ce sont des cartouches. C'est à l'intérieur de ces cercles qu'on écrit les noms des pharaons, leur nom de règne. En fait, il y a deux cartouches. Le nom en tant que fils de Dieu, c'est la partie où vous avez le canal là. Et puis le nom en tant que roi de la haute et de la basse Égypte, c'est la partie où il y a l'abeille. Les Grecs ont dit le nom de ce roi-là, Amenemès. Le S là, c'est pour qu'ils puissent faire leur déclinaison, leur accord. Donc on peut comprendre qu'effectivement il s'appelait Amnama, comme disent les Baoulés. Et son prénom, son autre nom, le nom de roi, c'est celui qui fait Ano là. Les égyptologues lisent ce nom-là, c'est le deuxième où il y a l'abeille là. Ils lisent ça Enmare, Enmatre. Ce n'est pas Enmatre qu'il faut dire. C'est comme les Anis disent là, il faut lire Anomare, Anomare, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'autres vont dire après Odomare, Anomare, Onomare, ça va devenir Odomare. Donc c'est cette déformation-là. Bon, il est évident qu'on peut faire la déformation. Lui, c'est au-dessus du 19e siècle. Donc il y a très longtemps. Mais au moins, le nom est resté quasiment reconnaissable. Et pourquoi on le désigne comme étant le premier roi? Ils sont partis d'Égypte après le règne de ce roi-là. Mais ce roi n'a pas seulement régné, c'était un des plus grands rois d'Égypte. L'Égypte, à son apogée, c'est le Moyen Empire. C'est le Moyen Empire qu'on considère comme l'Égypte au niveau classique. Et lui était le plus grand roi de cette 12e dynastie-là. Il y a eu beaucoup de grands rois à l'époque. Mais lui, là, Amnama Ano, là, était impuissant. Un vrai grand roi. Donc, c'est tout à fait naturel que les Anis aient retenu ce roi-là comme le prototype du roi dont on parle chaque fois qu'on intronise un nouveau roi, pour qu'il fasse comme a fait Ano. Bon, ce Ano, il n'est pas tout seul. Il sort d'une dynastie, la 12e dynastie, que j'ai appelée la dynastie Ani. Voilà le premier qui est l'initiateur, le fondateur de la dynastie qui s'appelle Amenemhat Ier. Bon, quand vous le regardez là, si lui là, vous le rencontrez à Boisseau, est-ce que vous allez discuter? Vous n'allez pas discuter. Il ressemble à un Ani. Voilà. C'est lui qui est là. Amenemhat Ier. Et à côté de lui, il a son fils. Son fils qui est là aussi, c'était un grand roi qui a régné aussi. Ça veut dire que cette génération-là, ce n'était pas de la gnognotte. Celui que vous voyez là, c'est lui que Alexandre le Grand voulait imiter. Le Sésostro que vous avez. Les Grecs l'ont appelé Sésostris. Le légendaire Sésostris, c'est lui qui est là. Il est allé jusqu'au sud de la Russie. Il a même mis une garnison. Tout à l'heure, on a parlé des Kolch dans le documentaire que vous avez parlé. Ces Kolch-là, ce sont les soldats de ce Sésostris-là qu'il a mis en garnison au sud de la mer Noire pour maîtriser les barbares qui étaient au-dessus là, pour qu'ils ne viennent pas pour venir troubler les trucs. Et ces Noirs-là sont restés là-bas jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez dans la région de Stoki, vers la ville de Soukoumi, ils sont encore là. Souvent, on essaie de dire oui, mais c'est peut-être l'esclavage. Non, non, ils étaient là au temps d'Hérodote. Puisque Hérodote est allé là-bas, il les a vus. Ils sont plus là. On a tout fait pour essayer de les disperser, pour ne pas qu'ils restent là. Vous voyez, ça fait un peu tâche, un groupe de Noirs en plein milieu des Blancs et autres là. Mais ils sont là depuis l'Antiquité. Et c'est ce roi-là qui a fait ça. Il allait jusqu'en Grèce. Parce que quand il a fini dans la mer Noire et autres, il est passé par la Moldavie. Parce que comme ils sont en train de faire la guerre là, c'est comme ça qu'il faisait depuis. Hein. Donc il allait mettre un peu d'ordre là-bas et puis il est descendu par la Grèce. Après il a pris son bateau pour revenir en Égypte. Il a été absent du pays pendant 9 ans. Imaginez la stabilité qu'un pays peut avoir et son monarque, son dirigeant est absent du pays pendant 9 ans. On ne peut plus faire ça maintenant.
3 jours seulement, même, tu es en danger déjà. Bon, il y avait les autres. Ça, c'est les 2 premiers. Bon, le fils qui est là, Amenamhat 2. Bon, lui, son surnom, c'était Amani. Bon, là, il n'y a pas de discussion. Et puis, c'est Sosiris 2 aussi qui est là. On dit que tous ces dieux-là sont dieux et que ce n'est pas plusieurs dieux. L'image ici permet de clarifier ça. Parce que vous avez ici plusieurs choses qu'ils ont remis ensemble pour former un seul élément. On a le dieu Beth qui est là, mais vous voyez qu'il y a un oiseau qui est représenté à l'intérieur de la personne qui est représentée là. C'est le bounou que nous avons vu tout à l'heure, le phénix. Et puis vous voyez que vous avez 2 paires d'ailes. Donc ce n'est pas un seul oiseau, c'est 2 oiseaux qui sont représentés ici. Tout ça, ce sont des divinités. Et vous voyez qu'il y a les couronnes sur sa tête. Donc toutes les divinités à peu près qui sont liées là ont été mises ensemble pour former une seule chose. Si bien que ce qu'on appelle le polythéisme, en fait, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Ce n'est qu'une seule divinité qui a des multiples manifestations. Et ce sont les manifestations qui sont représentées ici. L'artefact là date du Nouvel Empire. Donc on ne va pas dire, à l'époque, Nouvel Empire, c'est 14e siècle, 15e siècle avant un truc. Il n'y avait pas encore les autres là qui sont venus parler de monothéisme. Et vous voyez qu'il a arrêté sur l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. À l'intérieur de ce cercle que ce serpent forme sont les animaux sétiens qui sont mis sous contrôle, qui ne peuvent pas faire du tort. Parce que le dieu Beth que vous voyez là, c'est lui qui est là pour protéger les femmes en couche et leurs bébés. Et il était comme on se servait de lui pour faire des amulettes qu'on portait au cou des enfants à bas âge pour qu'ils soient protégés. C'est pour ça qu'il a les flèches que vous voyez à côté là. Et il tient le sceptre Ouas, ce qui nous permet d'avoir l'alignement de noms qu'on a. Le Sérère va dire Bès, le jour, parce que le dieu Bès là, il représente le jour qui s'élève. Le Gbaya, en Centrafrique, va dire Wessé, le soleil. Le Lingala va dire Mouessé, le soleil. Le Bobangi va dire Boussou, le jour. Et le Baoulé va dire Booussou. C'est Booussou qui est là, le génie de la forêt. Le Malinké va dire Niaoussou. Niaoussou, c'est quoi? C'est ouvrir les yeux tout grands, écarquiller les yeux. Ça qui est sur son corps là. Le même Malinké va venir dire Wassou, le magicien. C'est le nom de la canne qu'il tient en main là. C'est la même canne que quelqu'un d'autre va avoir plus tard pour faire des choses avec, si vous suivez mon regard. Le Kof va dire aussi, qui est le nom d'Osiris. Le Kirondi va dire aussi, partout. C'est le nom d'Osiris. Hein. Le Sukuma va dire Osé, partout. Le Kami va dire Osé, partout. Celui qui a des yeux partout. Voici la représentation de ça sur le corps de Bès. Bon, donc on revient à Osiris lui-même maintenant. Qui est-il? J'ai mis le dieu sacrifié. C'est lui qui a été sacrifié par son frère Seth pour que nous puissions vivre. Il a noyé. Après, quand sa femme a retrouvé son corps, Seth n'était pas satisfait. Il allait retrouver le corps et il a découpé en morceaux qu'il a éparpillés. Et voici comment on écrit le nom d'Osiris en tant que tel. Le mot Osiris qu'on dit là, ce n'est pas un mot africain, c'est du grec. Mais ça vient d'une graphie qui est celle-ci. Vous avez le poussin de caille qui fait OU, après vous avez le S, et puis la sphère qui est en haut là du bonhomme là, c'est la bouche qui fait le son R. Et puis vous avez le sémantème de la divinité qui est le bonhomme avec la barbe recourbée là, qui est le déterminatif. L'égyptologie lit cette graphie Oussir, qu'on traduit par Osiris. Le Cop va dire Oussiré, c'est le Oussiré là qui a donné Osiris là, du Cop. Le Tui va dire Osoro, le ciel, les cieux. Le Bété va dire Osili, celui ou celle qui est au-dessus de toute chose, c'est-à-dire Osiris. Le Hausa va dire Asare, être coupé, ce qu'il a été. Donc quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Asale Kanga, c'est le nom d'Osiris. C'est ça qui est Asare là. Et le Gez c'est en Éthiopie là-bas, va dire scier, coupé à l'aide d'une scie. Et le Malinké va dire Wusulu, tranché, haché, démembré, ce que Osiris a été.
par l'action de son frère Seth. Donc, quand il a été tranché, qu'il a été démantibulé et tout cela, il est devenu quoi? Il est devenu cette chose-là, que vous avez cette graphie ici. L'esprit d'Osiris, qui est la force spirituelle, métaphysique. Bon, vous voyez la croix. Hein? Ça, nous sommes 2500 avant Jésus-Christ. C'est là-bas dans le texte des pyramides, dans la pyramide de Ounas, sur le plateau de Saqqara. Si vous partez demain, vous allez voir, ça y est encore là-bas. Et puis vous avez la chouette qui vient après, qui donne le son M. Bon, cette croix-là donne le son, les égyptologues disent Imi. Imi, c'est comme ça ils disent. Donc ils lisent cette graphie-là, Imi-Out, nom du fétiche d'Anubis. C'est ce qu'ils ont écrit là-bas, hein? Nom du fétiche d'Anubis. La nébride. L'Ani va dire Amoui. Voilà comment on écrit Amoui. Voilà. Dans le dictionnaire, ils ont mis génie, fétiche, amulette. Non, non, c'est l'esprit. La puissance divine. Si bien qu'on dit Amoui soit, qui est le temple, l'église. Voilà, donc Amoui, ça ne peut pas être ce qu'ils disent là, c'est la divinité elle-même. Osiris, en fait. Le Malinké va dire Nyama, c'est une manière de dire, qui est énergie attachée à tout être, le flux de radiation occulte, force vengeresque. Parce que toute chose a un Nyama. C'est pour ça, par exemple, les chasseurs, quand ils vont tuer des animaux, le Nyama des animaux vient sur eux, parce que c'est une force vengeresque. C'est cette énergie-là. C'est un bouli qui est là. Ça, c'est les Dani. Mais quand on va en Afrique centrale, là-bas, vers l'Afrique du Sud aussi, le Bakwere, eux vont dire Mboli, bouc, chèvre, comme nous. Le Nyamwezi, qui est là-bas aussi, vers Zimbabwe, là-bas, eux aussi vont dire Mboli, bouc, chèvre. Le Bobangi, Mboli, bouc, chèvre. Le Malinké va venir dire Boli, mais ce n'est plus le cabri. Outre de peau de caprin, exactement ce qu'elle a. Objet sacré chargé. Parce que c'est à l'intérieur de ce boli-là, de cette outre de peau-là, qu'on a mis les morceaux d'Osiris pour faire le amoui là. Donc le Malinké appelle cet objet-là le boli. Au centre de toute la spiritualité mandingue, il y a le boli. Dans chaque bois sacré, vous avez le boli. C'est le boli qui est la base. Et ce boli-là, c'est le corps d'Osiris. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Osiris est le carbone. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et voici le boli ici, dans le Amoui-Soi. Osiris lui-même, il est là. Ses deux sœurs sont derrière lui, en train de le protéger. Et puis il est assis sur son trône multicolore. Bon, vous voyez son habit là, le suaire qu'il porte là, c'est des écailles de poissons qui sont dessus. Et puis voilà le boli qui est devant lui. L'objet en blanc-noir que vous avez là, c'est la peau de bouc là, qui est là, avec les morceaux du corps d'Osiris dedans. Bon, vous voyez, il y a une goutte de sang qui tombe là. Parce qu'il faut
intéressant avec cette graphie, c'est le déterminatif. C'est une défense d'éléphant qu'il y a là. Ça veut dire que nous, en Côte d'Ivoire, on est très intéressés par ce mot-là, ce qui va être dit ici. L'égyptologie lit ça bas, miracle, merveille, prodige, ce qui stupéfait. Le corps va dire ébé, étonnant, merveilleux, merveille. Les Anis vont dire ébé-mvo, figurine, poids à peser. En fait, c'est deux mots, c'est ébé et puis mvo. Mvo, c'est représentation du ébé. Le même Ani va dire baé, génie, esprit. Bon, j'ai mis bouilli parce que tout à l'heure, à cause des écailles qu'on avait là, tout à l'heure, qui donnent le même truc, à cause du terminatif. Mais ce bail-là, quand ça attrape quelqu'un, qu'est-ce qu'il devient? Un bail-fouet. J'avais ça en Égypte là-bas déjà. Voici le bail-fouet qu'elle a. L'égyptologie lit cette graphie, bail, une âme damnée. Le Babézi va dire bail, haïr, détester. Babézi, c'est en Afrique centrale. Donc le Ani va venir dire bail, génie. Donc bail-fouet, celui qui est possédé. Mais il faut qu'on soit clair sur cette question. Donc je suis allé chercher les gens qui ont travaillé sur cette question et j'ai trouvé un qui a donné une information assez intéressante que je vais vous livrer maintenant. C'est quoi un bail-fouet? Il dit, c'est Pierre Etienne qui a étudié les phénomènes religieux en Afrique ici. Il est allé dans un village vers Boaké là-bas où il a travaillé de façon approfondie sur la question. En principe, n'importe qui peut devenir bail-fouet. C'est pour cette raison que les baoulés sont en général plus indulgents à leur égard qu'à celui des empoisonneurs. Les empoisonneurs, eux, on les appelle les douleurs-fouets. Toutefois, le hasard n'est pas seul à jouer un rôle dans l'irresponsabilité du bail-fouet. Et l'irresponsabilité du bail-fouet est souvent contestée. Selon l'un de nos informateurs, c'est en quelque sorte par prédestination, au sens leibnizien du terme, que l'on devient bail-fouet. Par méchanceté, par accumulation de souffrance, de rancune et de jalousie. C'est pour cette raison que ce sont le plus souvent des personnes âgées qui deviennent bail-fouet. Il cite l'informateur parce qu'elles ont vu mourir trop de gens qu'elles aimaient. Donc les souffrances, les douleurs que ça a occasionné créent un manque qui va favoriser le bail. Ou encore les femmes. L'informateur dit parce qu'elles souffrent trop toutes les fois qu'elles font un enfant. C'est comme si elles mouraient. C'est toute cette accumulation de douleurs, de souffrances-là qui crée le système. Ainsi, celui qui a accumulé les souffrances, les rancunes, les jalousies, les envies, devient une réalité psychomorale propre à héberger un bail. Autrement dit, le bail-fouet est malfaisant malgré lui, parce qu'il est habité par un démon. Il dit démon, mais bon, ce n'est pas démon, c'est une énergie qui, le plus souvent, opère à son insu. Mais, j'aurais dû mettre le mais en rouge. Mais, oui, il y a un mais. Mais, il n'a pu en être ainsi que parce que le bail-fouet était déjà lui-même plein de méchanceté. Les termes sont clairs. Envie, jalousie, rancune. Il faut laisser ça. Sinon, on se prédestine à devenir bail-fouet quand on sera vieux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Le bail, il se promène. Quand il a vu que tu as ça déjà, il saute sur toi. C'est réglé. Tu es bail-fouet. Tu vas discuter parce que des fois, il agit à ton insu. C'est ce qui est écrit là. Tu vas discuter. Non, mais c'est faux, on ment sur moi. Non, on ne ment pas sur toi. Tu étais rancunier quand tu étais jeune. Il fallait laisser ça. On t'a dit d'arrêter ça. Tu as refusé. Bon, mais quand tu es bail-fouet, tout n'est pas perdu. Les ancêtres égyptiens avaient trouvé une solution. C'est ça que j'appelle un fait singulier. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop appelle un fait singulier? C'est une situation sociale ou un phénomène qui est tellement précis, tellement pointu, qu'on ne peut pas trouver ça à deux endroits différents sans que les deux endroits aient communiqué. C'est ça qu'il appelle un fait singulier. Ici, nous avons un fait singulier. Vous voyez cette graphie, il y a une corne, un éléphant et puis 3 points, 3 cercles. Les 3 cercles là, ça veut dire que l'objet dont il s'agit là, c'est granuleux, c'est un truc minéral, c'est la terre ou des choses comme ça. L'égyptologie dit ab, il lit ça ab, sorte d'encens. J'ai dit non, 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 c'est pas ça. Il faut demander à l'Agni. L'Agni va dire bi, excrément. Le Malinké va dire beau, excrément, déchet. Le Yoruba va dire igbe, déféqué. Le Malinké va dire bien, il a mis bien à cause de la corne qui est devant là.
Mais de quoi s'agit-il exactement ici? C'est ça qui est le fait singulier. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, quand Nyangoramboa a cité, il dit qu'il y a une connaissance approfondie de la culture. C'est ça qui peut permettre à quelqu'un qui est en train de faire des travaux de comprendre ces genres de phénomènes-là. Pourquoi l'égyptologue dit sorte d'encens? C'est de l'excrément d'éléphant qu'on utilise pour exorciser le baïfouet. Comment on fait? C'est une fumigation. On brûle l'excrément d'éléphant sec et puis on prend un gros pain qu'on couvre sur toi tout nu. Et tu respires cette fumée-là. Et ça dérange le bail. Et tu vomis, la morve coule et autres, tout ça là, un peu, comme ça, le bail peut te quitter. Ça là, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu ça dans les textes hiéroglyphiques là-bas que je suis allé demander à un vieux village, est-ce que tu es au courant de cette affaire? Il dit, mais comment toi tu sais ça? J'ai dit, non, c'est écrit dans nos livres. Il dit, bluff, fin. C'est ça qu'il a dit, mais comment vous pouvez écrire des choses comme ça? Un petit comme moi là, je suis au courant de ça. Donc il m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer là. C'est de l'excrément d'éléphant. C'est pour ça que l'éléphant est là. Et on se sert de ça pour exorciser par la fumigation. Ce qui me permet d'aller, parce que ce n'est pas exorciser seulement, on prend pour faire autre chose aussi. Parce que les gens m'ont interpellé quand j'ai dit, je faisais une conférence sur les agneaux et autres là. On m'a dit, il y a un truc dont tu dois parler, il ne faut pas oublier ça. Vous savez de quoi il doit parler? Hein? Bon, donc je suis allé dans l'Antiquité là-bas pour aller prendre un auteur qui s'appelle Diodore de Sicile. Il vivait au 1er millénaire avant notre ère. Il allait en Égypte. Il s'est promené là-bas et puis il a vu ce que les gens faisaient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour prévenir les maladies, les Égyptiens traitent le corps par des lavements, par la diète et par les vomitifs. Les uns emploient ces moyens journellement. Les autres n'en font usage que tous les 3 ou 4 jours. Car ils disent que l'excédent de la nourriture ingérée dans le corps ne sert qu'à engendrer des maladies. Que c'est pourquoi le traitement indique, enlève les principes du mal et maintient surtout la santé. Ça, c'est au 1er siècle avant notre ère. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 2101 qu'il allait et puis il a dit ça. Il a vu ça là-bas. En Égypte. Ce n'est pas bien ici. Il a dit, c'est écrit, surtout pour maintenir la santé. Il n'a pas dit pour vous guérir. Donc, il ne faut pas laisser que la maladie vienne. Il faut prévenir la maladie. En faisant quoi? En se purgeant. Voilà ça qui est là. Ça, c'est une graphique qui est là-bas en Égypte. C'est moi qui ai inventé. Hein. Voilà, purgeoire là qui est là. La poire là, elle est là. 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle une civilisation. Quelque chose qui dure. Imaginez, les ancêtres 2500 avant Jésus-Christ avaient déjà leur poire. Pourquoi il y a la corne? Parce qu'on prend la corne aussi pour faire. On fait un trou sur le bout de la corne là et puis on souffle. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Oui, j'ai vu ça quand j'étais petit. À Boaké là-bas. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Des fois aussi, il faut voir les choses. Ben, quand tu vas venir faire tes études là, si tu n'as pas vu ça quand tu étais petit, quand tu rencontres, tu fais comment? Tu tombes des nues. J'ai vu ça quand j'étais petit, avec la corne là. Donc quand j'ai vu la graphie là, j'ai souri en même temps, j'ai dit, oh, les Africains même. Changez un jour. L'égyptologie lit cette graphie Ab. Ce n'est pas Ab, la voyelle est après le B, ce n'est pas avant. Il faut arrêter les plaisanteries. Et ils disent libation, purification, lavement. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire là-bas. Cleansing. Vous voyez, le dictionnaire en anglais, il dit cleansing. Il dit lavement. L'agneau va donc dire beau, purger, purifier, lavement. Le malinqué va dire bon, verser, faire déborder, répandre. Et le même malinqué va dire là-bas, faire sortir, vider, curer, moucher. Bon, il a mis appointi à cause de la corne. Appointi, ça veut dire rendre aigu.
Bon, maintenant, on ne peut plus discuter. Hein. Les Agni, là, ils étaient en Égypte. Il n'y a plus de possibilité de discuter. Si ça, là, était en Égypte, c'est qu'ils étaient en Égypte. Ça ne peut pas être autrement. Bon, ça, c'est la vie quotidienne et autres. On va voir sur les institutions des Agni que nous avons aujourd'hui là, si les institutions là étaient là-bas en Égypte aussi. Au-dessus de la structure institutionnelle, nous avons le roi, c'est-à-dire le pharaon, comme les autres l'appellent, qui est un roi divin. Est-ce qu'on a ça ici? On lit. Ici, c'est Nyangoran Bois que je vais utiliser maintenant pour faire le travail qu'il a fait sur la question. Il dit la royauté Akan implique 3 pouvoirs dont les signes doivent se trouver réunis entre les mains du monarque régnant. Le tabouret, symbole du pouvoir politique et religieux. Le sabre, symbole du pouvoir militaire. Et le dja, symbole de la puissance économique. Ces 3 objets sont remis au roi au moment de son ascension au trône. Ces objets sont ici. Vous avez là le pharaon régnant actuel qui se trouve à Koumassi. Nous sommes des monarchistes. Nous, on est pour la royauté. Donc, voilà notre roi. C'est la santé aînée. Nana Bafo Kwame Koussi II qui en règne actuellement. Et ils ont écrit en haut, c'est clair. Eheneye Aouya. Le roi est le soleil. Le roi est le soleil. C'est-à-dire Osiris. Ohene même, c'est le nom d'Osiris. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce trône-là a 2 piliers. Le dja, symbole du pouvoir économique de l'État lui-même, symbolisé par le roi, est constitué par l'ensemble des poids de gros format destinés à estimer l'or des impôts, des tributs, des amendes et l'or destiné à faire des achats importants. Les figurines en laiton contenues dans le dja sont toutes symboles d'institutions, connues et méconnues. Tout dja fait l'objet d'un culte à sacrifice. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Ce paquet sacré ne peut être ouvert qu'en présence du roi qui ne le touche jamais. Jamais. Du djassi aîné, responsable de la maison royale, et du sana aîné, gardien du trésor, gardien et trésorier du royaume. Bon, il ne dit pas gardien de quoi, mais il est le gardien des signes, des hiéroglyphes en fait. Puisque c'est ça qu'on met sur les poids pour les authentifier. Et c'est le sana aîné qui garde ça. Oui, c'est le garde des sceaux et du trésor aussi. Le premier, le djassi aîné, lui garde... il est responsable, il est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, et puis il est le responsable des trucs économiques, la récolte et autres, tout ça. Mais tout ce qui est pierres précieuses, or et autres, c'est le Sana Aîné qui garde ça. Et dans les hiéroglyphes, son signe même, c'est un tampon qu'il a comme signe là-bas. Ça, c'est ce qu'on a ici. Donc, si on va en Égypte, on doit trouver les mêmes institutions. Et quand on va en Égypte, on trouve cette graphie là-bas. Vous voyez, le premier signe, c'est une corde qui est nouée. Et puis le deuxième, on a notre S. Et puis, le déterminatif, c'est un noble qui est assis avec un gourdin sur l'épaule et un bouclier. Toutes sortes d'objets que nous avons dans la culture Akan, traditionnelle. Bon, la corde qui est là avec les 2 nous, là, vous les femmes, là, vous avez reconnu ça? Hein? C'est le tissou. Qu'on prend pour attacher le pain, là. C'est ça qu'elle a, le tissou. Et l'égyptologie lit cette graphie Tessou. Pas Tessou, c'est tissou. Bon, pour les uns et les autres, c'est ce mot-là qui a donné le mot thèse. Hein. Parce que dans une autre graphie, quand on change le déterminatif pour mettre truc, c'est organiser, établir, répartir les choses dans un ordre. C'est ça qui est la thèse, là. C'est le tissou là qui a donné le mot thèse que vous avez en français, en passant par le grec. Et qu'est-ce que ce Tessou-là? C'est le commandeur, le général, officier en chef, le maître, le chef. Et le Cob va dire Joyce, chef, maître. L'Agni va dire Djassiene, qu'on a vu tout à l'heure là. Et le Malinké va dire le Djati. Le Djati, c'est celui qui, l'hôte. En fait, littéralement, le chef de l'hospitalité. C'est un attribut. À Koumassi là-bas, là, il se trouvait en Égypte là-bas aussi.
premier personnage de l'État après le pharaon. Donc, si lui il est là-bas, c'est que le trésorier aussi est là-bas. Et on trouve cette graphie également. Le premier signe que vous avez là, ce soit des carrés hautes, c'est dit ça. Ça donne le son ça. Après, vous avez une corde qui est en spirale qui fait le son ou. Au-dessous des deux là, vous avez le signe qui est là, c'est le signe de l'or, qui est comme une épée, voilà, avec c'est le signe de l'or. Puis vous avez les deux traits obliques qui sont là, ça donne le duel, le signe du duel, c'est une catégorie grammaticale. Et puis vous avez les 3 points, ça veut dire que c'est quelque chose de minéral granuleux. Il s'agit de l'or en fait. Et l'égyptologie lit ça Sao, mais c'est une erreur que de lire Sao, c'est pas Sao qu'on doit lire. Parce que le premier signe là donne déjà ça, et puis la corde spiralée là donne ou. Le signe de l'or là, lui, ce n'est pas ça ou habituellement. Les éthologues disent ça, on dit nous, on dit l'or, donc lui habituellement on le dit nous. Mais le deux traits obliques là lui donne le son A ou I, donc ça ne veut pas être ça ou. Ça veut être ça ou I, non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est les deux traits qui sont là qui donnent l'information. Parce que ça représente le signe, le double. Et en égyptien ancien, on dit deux, on dit senu. Deux ou bien second, ça se dit senu. Et en malinké, l'or se dit sanu ou senu. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc à la place de Saou et l'égyptologie lit là, je vous ai dit dès le début que l'égyptologie là, ce n'est pas la vraie langue, ce n'est pas la vraie vie. Ce sont des conventions. Parce qu'ils n'ont pas les éléments, ils essaient de se débrouiller pour pouvoir vocaliser les trucs. Donc il ne faut pas trop prendre ça au pied de la lettre. Ce qu'il faut prendre au pied de la lettre, ce sont les langues africaines qui nomment les objets que vous avez là. Donc le malinké va dire Sanou, l'or. Et c'est ce qui donne le Sana aîné qu'on a eu avec les amis, tout ça. Le trésorier là qui garde là, c'est cet or qui garde. Et le Dogon va dire Asana. Pourquoi je fais intervenir le Dogon ici, Asana? Nom des jumeaux, à cause du 2 là, qui a fait Senou tout à l'heure en égyptien ancien. Mais ce nom des jumeaux là, ça implique un rite. Il faut avoir à l'esprit une déclaration qu'a faite Champollion que les gens ne prennent pas souvent en considération. Champollion dit que chaque signe hiéroglyphique est l'illustration d'un fait de civilisation. Donc c'est le fait de civilisation qu'il faut trouver derrière le signe, qui permet de régler les questions. Tout à l'heure, quand on a montré le déchet d'éléphant là, on a le fait de civilisation qui va avec. Il n'y a pas ça chez les Arabes, ils ne peuvent jamais avoir ça là-bas. Donc les Égyptiens là, ils ne viennent pas de là-bas. Il n'y a pas ça en Grèce, il n'y a pas ça en Europe. Les seuls chez qui on a ça là, c'est les Africains. Donc les hiéroglyphes nous permettent de prouver que nos ancêtres étaient les Égyptiens anciens là. Donc nous qui nous promenons à Abidjan ici là, c'est nous qui étions en Égypte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit clair dans la tête de chaque Africain. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les pyramides. Et nous qui nous disons Ivoiriens aujourd'hui, non, on est devenus Ivoiriens parce qu'on s'est déplacés. Sinon, si on veut revendiquer nos vrais noms, nous sommes des Égyptiens, au sens ancien du terme. Voilà, des Kamites, comme a dit l'autre tout à l'heure dans le documentaire. Donc, vous pouvez rester au soleil à 45 degrés pour travailler, ça ne va rien vous faire. Il y a quelqu'un comme ça. Les gens font ça sur les chantiers. Avant-hier même, j'ai vu, ils sont en train de construire un truc derrière chez nous, là, les ouvriers, là, à 13h, ils étaient en train de travailler encore, torse nu. Mais pourquoi les jumeaux? C'est pour ça que vous les voyez assis au bord de la route. C'est ce fait de civilisation dont je veux parler. Quand les femmes font les jumeaux, elles viennent avec eux au bord de la route. Ça vient d'Égypte là-bas. C'est pour faire quoi? Les jumeaux sont des protections pour tout le monde. Donc, quand ils viennent déposer leur sébile là, que vous mettez dedans, ça vous protège pendant l'année contre toute attaque invisible. C'est pour ça qu'on fait ça. Sauf qu'entre là-bas en Égypte ancienne et aujourd'hui, vous avez truqué les événements, ça ne peut plus faire. Parce que, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Ce n'est pas les billets de CFA, il faut mettre de la poudre d'or qui s'appelle Sanou, qui crée le lien avec eux-mêmes les jumeaux qui s'appellent Asana, avec le rituel qui est Seni. Voilà comment ça fonctionne. Donc, quand ils viennent déposer leur truc, la femme a ces deux jumeaux-là, il faut mettre de la poudre d'or dedans pour faire le rite. Il ne faut pas mettre un billet de CFA.
Ça ne va pas faire. Parce que c'est l'or qui active la connexion. Ça vient d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. On a oublié ce que c'est, mais on sait qu'on doit aller avec les jumeaux au bord de la route pour attendre que les gens mettent dedans. On poursuit avec nos institutions. On dit qu'il y a un pouvoir invisible. Nyangoran nous dit il y a en principe deux djas, le mâle confié au roi et la femelle confiée au roi-femme. La royauté divine Akan, bicéphale, est représentée par deux individus de sexe opposé qui ne sont pas mariés et femmes, mais nécessairement membres du même clan. C'est pour ça que Osiris et sa femme sont frères et sœurs du même clan. Le roi Ohéné, élément masculin, père de la nation, est le roi visible, le roi du jour, celui qui détient le pouvoir. Mais ce pouvoir ne peut lui être conféré que par son homologue Imia, principe féminin, mère de la nation, toujours effacée, qui s'occupe des femmes et des affaires féminines. Imia est la seule femme qui détient un dja de l'importance de celui de son homologue masculin. Bon, les gens qui bavardent là, qui disent oui, la femme africaine ceci, la femme africaine, on n'a pas attendu quelqu'un pour faire nos égalités là. Hein. C'est ça qui est écrit là. Elle a un dja identique que le dja du roi. Et ça fonctionne ensemble. Et c'est elle qui lui confère la royauté. Parce que le trône, c'est Isis elle-même qui est le trône. Donc, Osiris ne devient roi que parce que Isis accepte qu'il soit le roi. Ça, c'est à Krinjabo que vous avez le Imia. Parce qu'il y a ça en Égypte. Quand on va en Égypte, on a cette graphie également. L'égyptologie lit ça, Hemp, femme. Le Cob fait Chimé, femme. Bon, Jean-Claude Mbouli a montré que le S qui est devant là, c'est un ancien mot qui s'est fossilisé avec le Imé, c'est C ou ça, qui veut dire être humain. Donc, être humain femelle, en fait. Il dit littéralement, c'est ce que le copte, quand le copte fait là, c'est ce que ça veut dire. L'Agni dit Imia, roi-femme. Le Lingala va dire Kimia, la paix, le repos. Et le Malinké va dire Djiman, à queue, mouillé, humide, liquide. À cause du signe qu'elle a là. Vous voyez l'eau dans cette sorte de puits là. Donc c'est ça qui représente la femme, qui symbolise la femme, qui est Imia, le roi-femme qui détient le dja. Et ce pouvoir-là se décline sur cet élément que nous avons ici. Le premier objet que vous voyez là, devant la jambe là, c'est un couteau, un sabre. Et puis vous avez là, en plus le bras. L'égyptologie dit Ab. Vous voyez que depuis là, c'est les mêmes mots que je suis en train de dire. Ab. Voilà, c'est l'homophonie qui gouverne tout ça. C'est-à-dire, c'est de ça que Youssouf Tata parlait tout à l'heure là, qui dit que la liaison, le rapport entre les choses ici-bas, pour les Africains, toutes ces choses-là sont liées. Et ils font un seul mot qui déploie sur toute la latitude. Comme ça, le script ne peut pas se perdre. Et comme ça, l'individu lambda est perdu. Parce que tout c'est ab, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne sais pas à quel moment c'est ab ou bien c'est pas ab et autres cela. Comme ça, on te perd en même temps. C'est pour ça que c'est une chose à la fois très simple, quasiment enfantine, mais très complexe pour qui n'est pas de la culture. Même ceux qui sont dans la culture, même s'ils n'ont pas été initiés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a trop d'éléments. Et l'Ani va dire B, la gauche, le côté gauche, qui est le côté du féminin. Le Maléké va dire Ba, la mère. Baï, parenté utérine. L'Ani va venir dire Ba, la lame, le fer d'un outil, à cause du sabre qui est là. Le Fang va dire Mbien, partie du genou à la cheville. Le Wondo, la même chose. Le Bakoko, bien le tibia. Parce que le tibia, la partie, c'est la base, le socle, qui est le trône lui-même, qui est reposé sur la femme. C'est elle qui a le pouvoir. Ce qui nous amène à notre 5e point de notre affaire, les rites du sacre.
On va voir que les rites du sac sont quasiment copiés de ce qui se faisait en Égypte. J'ai mis de Wassé à Krinjabo. À sa mort, le roi du Sanwi, après avis des reines, après avis des reines, c'est les reines qui décident qui est roi parmi les fils royaux. En Afrique du Sud, le roi des Zoulous actuel, c'est comme ça que ça s'est passé. Le fils de Zoualetini, ils étaient plusieurs, je crois, ils étaient 6 ou 7. Et c'est la reine qui a dit, c'est lui-là qui doit être roi. Il y a eu quelques débats, parce que d'autres discutaient et autres là. Mais c'est la tradition qui dit ça. Donc on ne discute pas ça. Bon, mais on a prévu des cas, parce que la reine peut choisir n'importe qui. Donc elle a 3 choix à faire. Si elle choisit que le conseil refuse, première fois, on lui dit choisis quelqu'un d'autre. Elle choisit deuxième. Si le conseil refuse, on dit, tu as ton dernier choix. Si elle choisit, on dit non, on ne veut pas celui-là. Elle ne choisit plus, c'est fini. Le conseil prend quelqu'un pour faire le roi en même temps. Donc on a tout prévu. Donc il dit qu'il existe tout un protocole pour l'intronisation du nouveau roi. Au jour fixé, un samedi, fouet, tiens. On commence par amener au crépuscule sur la place publique tous les tam-tams. On doit faire le show. Le calme se rétablit un instant, le trône entouré d'une haie de princes, fils et petits-fils de roi, pour le soustraire au regard du public, est apporté sur la place du village. Le nouveau roi est assis sur un siège. L'assistante chante « Amlama Ano, mon siémen, mon yassou ». Mon siémen, mon yassou. Qu'il dirige, qu'il règne sur le monde et qu'il rassemble le peuple, mon yassou. Bon, voilà les princes là qui viennent pour empêcher qu'on voit le trône quand le trône passe, cette haie-là. Vous voyez, ils ont les éléments sur les... Vous voyez, ils ont la hache aussi, et puis le rameau et autres. Ça. Le terme de siémen vient de ça, c'est le nom du trône lui-même. Voilà le S, et puis vous avez le trône plus le T. L'égyptologie lit 7 graphie 7, siège, trône. Le cop dit C, siège, place. Le malinké va dire C, le pouvoir, la puissance. L'Agni va dire sié, régner, organiser, diriger, installer. Le malinké va dire si ou sigi, régner, gouverner, organiser, asseoir son autorité sur, s'asseoir, s'installer, occuper un territoire. Occuper un territoire. Donc ça, c'est le sié. Et puis le ya maintenant, mon yassou. Donc vous avez cette graphie. On a les 2 sceptres qui sont là, réunis par l'anneau chêne. C'est celui-là qu'on étend pour mettre les noms des pharaons dedans. Là. Et puis en bas, vous avez la paume de la main, plus le serpent jet qui est là. L'égyptologie lit ça, bon, d'em. Réassembler un corps démembré, c'est-à-dire Osiris. En fait, c'est ce que Isis a fait en cherchant les morceaux du corps de son mari pour les réassembler. Réunir, unifier, mettre ensemble. L'Agni va dire Ya, réunir, rassembler. Le Mandinka, en Gambie là-bas, ils vont dire Djaman, réunion, cour d'un roi, conseil de notables, séance d'une assemblée. Le Sonrai va dire Djaman, foule, peuple, communauté. Le Djalonké va dire Djaman aussi, réunion, foule, assemblée, population. Le Malinké va venir dire Djamana, le pays, c'est-à-dire la réunion des populations en fait. Et le Douala va dire Djanea, le royaume. Donc tout ça c'est le Dja dont on parle depuis tout temps. Un autre moment du protocole, le roi est toujours assis. Le chef des Adoumou-Fouet et gardien du trône est présent. Il demande aux mânes des ancêtres qui ont désigné le nouveau chef de lui accorder longue vie et prospérité. Prenant le béréquois Nyama, pousse de palmier à huile, il fait semblant de le nouer sur la tête du nouvel élu. Il fait semblant de le nouer sur la tête du nouvel élu. Puis l'attache à sa cheville. C'est en Égypte ça. C'est ça qu'on appelle le piège de Seth. Parce que le roi est un gibier qu'on doit capturer. C'est pour ça que Seth capture Osiris qui le met dans le sarcophage. On ne devient pas roi parce qu'on veut être roi. Il faut qu'on aille t'attraper comme un gibier pour te mettre sur le trône. Et c'est pour ça qu'il attache le béréquois Nyama au pied. C'est comme un piège qu'un animal est venu se prendre le pied dedans. Ça. Les Dogons appellent ça Ogo Pagou, c'est-à-dire logo attrapé. Là-bas, on prend cette branche de palmier là et puis on tape ton épaule gauche pour dire que c'est toi qui as été pris. Ogo Pagou, tu as été attrapé par le Ogon.
et tu deviens roi désormais. Voilà comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il fait cette action d'attacher le Bérékwa Nyama à la cheville gauche. Bon, on a dit au nom des ancêtres. Voilà la graphie pour les ancêtres là-bas. Vous avez la lame tout à V et puis les 2 personnes derrière. Bon, ceux qui parlent aussi là, à faire des choses là, vous voyez que la femme est derrière. Hein? Voilà, donc arrêtez un peu à elle les trucs que les blancs font là. Le garçon est devant et puis la femme est derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que les ancêtres ont dit. C'est ce qu'on doit faire. On ne fait pas l'autre là. Il faut que ça soit clair. On ne fait pas l'autre là. Voilà, voilà comment on fait. Ce qui est représenté ici là, c'est ce que nous suivons. Les femmes derrière. Hein, maman des princes, les femmes derrière nous. Et le coq dit Ebo, éléphant. J'ai mis parce que c'est comme ça on écrit le nom de l'éléphant aussi. Et puis l'Agni va dire Aboussouan. Voilà comment on écrit Aboussouan. Famille, parentèle, le matrilignage. Bon, j'ai mis Aboussouan parce que ce sont les hommes qui sont la scène derrière Sona, les hommes, les 2 personnages qui sont là. Mais c'est devenu Aboussouan. C'est comme ça on dit Aboussouan. Voilà comment on écrit Aboussouan. Parce que ce sont eux qui indique à travers la coutume qui devient le roi. C'est pour ça qu'il dit, il demande aux mânes des ancêtres. Ce sont eux les propriétaires du trône. Les Ano là, Amlama Ano et leur groupe là, voilà. Ce sont eux qui sont les propriétaires. Et le Douala va venir dire Bona, famille, clan. Par exemple, il peut dire Bona Silla, c'est-à-dire la famille des Silla. Ça veut dire quartier aussi. Avant, on habitait par quartier par rapport à la famille. Donc, ça. Mais le palmier là, qu'on a utilisé là, voilà lui aussi, comment il s'appelle? Là aussi. Le corps va dire Baye. Vous voyez pourquoi tout à l'heure j'avais évoqué le cas de Baye? C'est-à-dire que la religion, tout ça est lié. Il n'y a pas de barrière entre les choses. Ce n'est pas non, ici c'est la religion, ici c'est la politique. Non, non, non. C'est la même chose qui continue. C'est la même chose qui continue d'un bout à l'autre. Et le malinqué va venir dire ban, palmier, raffia, branche ou nervure de ce palmier. Et le grec va faire phonix, le palmier dattier. Donc l'oiseau phonix tout à l'heure là est lié à ce palmier là également. Et qu'est-ce que c'est en réalité cette chose? Parce que vous avez, attention, il a dit fait semblant de nouer sur sa tête. C'est une couronne végétale, la couronne rouge d'Égypte. L'égyptologie lit cette graphie Sénèb. Bon, ce n'est pas exactement ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Et c'est une couronne végétale qu'on met. Donc, quand il dit ça, les uns et les autres ont déjà compris. La couronne végétale en question là, c'est la couronne d'épines. La couronne d'épines. Et on a cette expression en égyptien ancien. L'égyptologie, vous voyez, c'est le dieu Seth qui est devant là. Celui qui va devenir plus tard Satan. C'est lui qui est là. Et la couronne là, en ramure de, comment on appelle ça, de palmier qu'on fait semblant de mettre sur la tête du roi là, c'est lui qui est le propriétaire de cette couronne. Et la couronne que je viens de vous montrer tout à l'heure là, cette couronne là, elle est rouge, comme Seth. C'est une couronne qui représente la basse Égypte, la partie du delta, mais c'est une couronne qui vient de la haute Égypte. Et l'égyptologie lit cette graphie Set Na Senou, qui signifie l'arbre de Seth, c'est-à-dire l'acacia albida. Pourquoi l'acacia albida est l'arbre de Seth? Parce que c'est un arbre qui fait le contraire de ce que les autres arbres font. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est rébellé contre Dieu. C'est pendant la saison sèche que lui, il est vert, il a ses fruits et tout ça là. Maintenant, pendant la saison de pluie, il perd ses feuilles, tout ça. Lui, il fait le contraire de ce que les arbres normaux font. Donc c'est pour ça. Et puis, c'est un épineux. Le Dogon va dire Séné, acacia albida. Et le malinqué va lire cette graphie Balanzan. Balanzan. Parce que le Seth que vous voyez là, il s'appelle aussi Bala. C'est son nom également. Donc Balanzan, qui est l'acacia. Sauf que ce n'est pas ce qu'il faut lire ici. Comme l'égyptologie même a dit, Set Na Senou. Mais ce n'est pas Set Na Senou en fait, c'est Setanasson. Setanasson.
c'est-à-dire honorer Seth. En quoi consiste l'honneur de Seth? C'est la couronne d'épines là. Osiris, quand il est attrapé par Seth dans le sarcophage, on l'appelle le seigneur des épines. Parce que Seth lui met la couronne d'épines là sur sa tête. Il le couronne en tant que roi. Avant de le trucider, bien entendu. Et ça va donner plus tard, beaucoup plus tard, cette image que vous voyez ici là. Voilà la fameuse couronne d'épines là. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites vos démonstrations et autres, quand vous arrivez, il faut vérifier par une dernière chose qui vous permet d'être tranquille face aux critiques. Ce que j'appelle la preuve par l'intrus. Nous connaissons toute cette représentation-là. C'est de ça que je viens de vous parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a fait semblant de mettre le Bérékwa Nyaman sur la tête du roi, à Chanty, ici, comme en Égypte. Pourquoi ils n'ont pas mis? S'ils mettent, il devient effectivement Osiris. Et il doit connaître la passion d'Osiris, telle que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne met pas, on fait semblant de mettre, pour dire qu'il est Osiris. Mais si on met, il devient effectivement Osiris et il va être découpé. Et vous voyez ici, c'est ça qui est représenté là. On va dire, oh bon, si là, tu as trop l'imagination fertile, tant de choses, c'est pas exactement la même chose. Jésus, c'est pas Osiris, tout ça. Ok, je veux bien. Mais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas. Celui qui a fait cette représentation, c'est un Allemand. C'est au 19e siècle qu'il a dessiné ça. Mais il avait une partie des informations que je viens de vous donner là. Comment je le sais? Vous voyez Ponce Pilate, il est en train de se laver les mains. Parce que la personne qui est devant lui là, c'est un cadavre. Il vient de faire le sacrifice, il a déjà fini. Et il revient du cimetière. C'est là, vous voyez quand on est au village, qu'on va faire les obsèques, quand on revient, on se lave les mains là. C'est ça, je me lave les mains là. Parce qu'il faut se laver les mains pour enlever les impurités liées au sacrifice qu'on vient de faire. Un enterrement, c'est un sacrifice. Et c'est pour ça qu'il se lave les mains. Et la couronne d'épines qui est là, les liens, tout cela. Par exemple, vous avez vu, on a attaché le pied tout à l'heure du roi. C'est ça qu'on attache les mains de l'autre derrière. La lance, tout cela. Tout ça, c'est dans le rituel traditionnel de l'intronisation. Le monsieur que vous voyez ici avec les couronnes là, c'est un roi qui représente Osiris. L'intrus qu'il y a ici qui me permet de dire ça, regardez sur le siège où est assis Ponce Pilate. La peau de léopard. Il n'y a pas de léopard en Palestine, ni à Rome. Pourquoi? Parce que ceux qui portent la peau de léopard, là, ce sont eux qui sont responsables de ce sacrifice-là. C'est eux qui gouvernent ça. C'est pour ça que Ponce Pilate a la peau de léopard sur son siège. Parce qu'en ce moment-là, Ponce Pilate est Adoumoufoué. C'est le chef de Adoumoufoué là. C'est comme ça qu'il est en train de procéder. Mais cette scène-là n'est que la réplique d'une scène antérieure, qui est celle-là. C'est une autre représentation de cette scène. Ça, c'est la palette de Narmer. Nous sommes à 3200 avant Jésus-Christ. Et il est déjà en train de faire la crucifixion. Vous voyez les mains de celui qui est en train d'être sacrifié là. C'est en croix. Et la partie importante, c'est où on se lave les mains. Les Malinké appellent cette cérémonie-là le washi. Quand on veut fonder une religion ou bien on veut fonder un nouveau pays, on fait ce sacrifice-là. On sacrifie un individu. C'est ça qu'est la croix, là, le sacrifice. Et vous voyez derrière le pharaon qui n'a plus de chaussures parce qu'il est dans un endroit sacré où il est en train de procéder à un rituel. Celui qui est derrière lui a une bouilloire parce qu'il va se laver les mains après. Nous poursuivons l'avant-dernier truc de l'intronisation. Donc le nouvel élu, le nouveau roi prête ensuite serment. Il reçoit des mains du chef des Adoumoufoué, le Eoto Djabia. Eoto, sorte de couteau. Dja, héritage. Bia, chaise. Que nul autre que lui ne peut toucher. C'est le Eoto Djabia, enfin l'Adoumoufoué. Ce Eoto Djabia serait ce fameux couteau tombé du ciel au début de l'Exode. Bon, ici encore, c'est le mythe qu'on a pris pour faire en histoire. Étendant ensuite la main droite, il prête serment sur la chaise royale.
Voilà le fameux Eoto Jabia en Égypte là-bas. C'est la couronne blanche en fait. Et ce couteau qui est tombé du ciel, ce n'est pas un vrai couteau, c'est le rayon du soleil qui descend pour désigner dans la mythologie le roi. C'est comme ça que Osei Tutu a le couteau, le poignard qui descend du ciel, qui vient dans sa main. En fait, c'est la couronne blanche, l'autre couronne d'Égypte. Que les Égyptologues lisent cette graphie-là, Hedge, c'est pas Hedge, c'est Eoto. Bon, on ne peut pas lire Hedge dans tous les cas, parce que ici, par exemple, vous avez le gourdin sur la partie de gauche, le T, et puis vous avez les deux traits obliques en bas. Donc, ça fait Ti, si on est logique avec eux-mêmes, leur translittération. Donc, c'est ça qui est le To, là, Eoto, la couronne blanche. Et on voit Adumu qui est en train de donner les trucs au roi. Les Égyptiens l'appellent Anubis. Il ne s'appelle pas Anubis, il s'appelle Adumu. C'est A-N-P, Anupu. Mais phonétiquement, le P se transforme en M, le N en D. Adumu, c'est lui. Et vous voyez le Eoto Jabia dans sa main du pharaon. Il porte la couronne, la double couronne, le blanc et le rouge. On a fini l'introduction, on lui donne les attributs du pouvoir maintenant. Et ici, je reviens un moment avec ce que Nyangorambo a dit. Il dit Boussoumuru est le principal et le plus important des 12 sabres du royaume Ashanti. Il est utilisé par le roi pour prêter serment de fidélité au tabouret d'État. Il figure en bonne place sur la liste des objets sacrés, indispensable pour le rituel de purification périodique du Kra, âme du roi. C'est 7, et je dis 7 Bess qu'on retrouve encore. Tout à l'heure, on a vu qu'il s'appelait Boussou. Donc le Boussoumuru là, c'est le poignard qu'il tient là. Lui Bess. Pour protéger et purifier le trône. Ça, c'est en Égypte, l'image. Et le commentaire là, c'est à Krinjabo. Entre les deux, là, il y a 4000 ans. Le poignard en question là, c'est lui que je suis en train de promener depuis là, dans les ab là. Et voilà tel qu'il est. C'est les deux boules rondes là que vous avez là, qui sont les deux traits que vous avez devant le signe là. Il faut comprendre comment nos ancêtres représentent les choses. Ils ont une technique là. Le Eoto qui est descendu du ciel là, c'est lui qui est au milieu là. Là, vous avez deux formes du même poignard. C'est lui qui est là à côté, sous sa forme normale, en figurine de poids à peser. Bon, le roi a été intronisé maintenant, donc on a un nouveau roi, vive le roi. Le serment est accueilli par toutes sortes d'acclamations. L'assistante pousse de nouvelles clameurs et les femmes entonnent le chant « Essayez, essayez », sorte d'Osana. 3 coups de fusil marquent la fin des cérémonies. Henri Mouzé, 1953. Il a assisté à cette intronisation ici à Krinjabo. C'est ça qu'il rend compte de ça. Bon, on dit les femmes chantent « Essayez ». On va aller voir, essayer. Voici la graphie qui rend compte de ça. Essayez qu'on chante là, c'est le nom d'Osiris lui-même. Champollion a dit pour cette graphie-là, il a dit Osiris, le roi Osiris. C'est comme ça qu'il a dit la graphie, le roi Osiris. Mais en disant le roi Osiris, il n'a pas lu la graphie. Il a dit ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que nous on demande. On dit de lire. Quand on lit comment? On ne peut pas lire le roi Osiris parce qu'il y a une manière de lire. Le premier signe ici, c'est cette sorte d'herbe là que vous voyez là. C'est un jonc. Au-dessus, il y a l'œil. On commence par l'œil et puis on va sur le jonc ensuite et puis on a le siège à la fin qui, dans ce cas-là, semble être un déterminatif. Cette graphie apparaît pour la première fois dans les trucs des annales égyptiennes jusqu'au temps de Toutankhamon ou bien un peu avant lui. C'est surtout chez Horem-Eb qu'on a ça de façon très claire. Comment on lit ça? Les tentatives que je propose, c'est ça. L'œil que vous voyez là va se lier, voir, qu'on a vu tout à l'heure, en malinké. Et la plante qui est là, ça se lit so. En égyptien même, ça se lit so.
Et ça donne l'idée de cœur, bon, son sous, on dit comme ça, le cœur, voilà, c'est ça. Le sous-diaca que vous avez là, c'est ça là qui est au début, le so là. Et donc, si on est cohérent, ça va faire yeso ou so, yé, l'œil, yeso. Celui fait so, la plante là, qui désigne Osiris. Le baoulé va faire yesoa. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi le baoulé fait yesoa? Parce que l'œil en baoulé, ça ne fait pas yé. Pourquoi ça va faire yesoa? Non, l'œil ne fait pas yé en baoulé. Sauf qu'en égyptien ancien, c'est cet œil-là qu'on prend pour faire le verbe créer, faire, inventer, qui se dit yé en baoulé. Donc, c'est cette homophonie-là qu'il faut suivre. Et le so que vous avez ici, là, devient soi, parce que même en malinké et en égyptien ancien, ça donne la maison, le home, suite home. Donc, c'est soi. Donc, le baoulé va lire yé soi. Toujours Osiris. C'est le nom d'Osiris, tout ça. Et le yaka, non, le ani va dire ici ou ici, qui est encore le nom d'Osiris, arcade sourcilière. Vous allez me dire, mais on ne voit pas d'arcade sourcilière ici. Ok, je viens. Mais quand on a l'œil, on a l'arcade sourcilière. Hein. Mais même si ce n'est pas dessiné. D'accord. Le yaka, Centrafrique, va dire issou, l'œil. Le kikongo va dire jissou, l'œil, pour lire ça. Le calibois va dire eso. Donc il y a mon yeso encore. Eso, l'œil. Le peul va dire yeso, la face. Le ga, au Ghana, va dire yesu, la face. Le boum va dire yen. On a vu tout à l'heure au yéné. Je vous ai dit au yéné là, c'est le nom d'Osiris lui-même. Le boum dit yen. Le boum c'est au Cameroun. Yen, voir. Le fang va dire ayen, voir. Et l'ani va dire oéné, le roi. Bon, si on est cohérent, vous voyez bien que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est le nom de Jésus. Hein? Mais c'est le nom d'Osiris. C'est le nom d'Osiris. Donc le nom Jésus même là, c'est le nom d'Osiris. Jissou, c'est ce qu'il y a écrit là. Jissou, la face. C'est Osiris. Bon, j'ai dit la face. Hein? Bon, là, on a la face, puis on a les deux yeux maintenant. Ici, arcade sourcilière, on a arcade sourcilière maintenant. Voici Osiris lui-même, en pleine gloire, avec tous les éléments. Et le beaulier à côté de lui. Parce qu'il est dans le Amouissois. Et puis il est vert ici, qui se dit encore ici. Dans des langues vers le Kenya là-bas. Vous le voyez avec le sueur qu'il a sur lui. Donc c'est lui là que les femmes chantent quand le roi est intronisé. Oseye, qu'on chante là. Voilà d'où ça vient. C'est depuis l'Égypte antique qu'on chante ça. C'est le nom d'Osiris. Et c'est ça qu'on fait dans les cérémonies sacrées. Quand les femmes font le, comment on appelle ça, le comian et autres, tout ça là.